le podcast Logistique Québec, la logistique d'ici pour tous. Donc, bonjour Billy, ça va bien? Ben oui, Maude, toi. Oui. Aujourd'hui, on reçoit un invité extrêmement intéressant qui va nous parler de son parcours professionnel en tant qu'ancien PDG du CN. On reçoit M. Jean-Jacques Ruet. Bonjour. Bonjour Maude, bonjour Billy. Bonjour, M. Ruet, ça va bien? Très, très bien. Heureux de participer à votre podcast. Oui, c'est le fun, vraiment, là, de recevoir quelqu'un de votre envergure. C'est vraiment challengeant, c'est le fun. Merci beaucoup. Vous avez eu beaucoup d'accomplissements dans votre carrière. Vous avez notamment, comme on l'a mentionné, là, travaillé au CN. Malgré le fait que vous n'ayez pas nécessairement eu un parcours en logistique, on aimerait ça en apprendre un peu plus sur votre parcours, puis qu'est-ce qui vous a amené à travailler au CN? Oui, moi je suis un diplômé de l'Université de Sherbrooke en chimie industrielle. J'ai eu 2 carrières. Ma première carrière, c'était dans l'industrie chimique, très manufacturier, une compagnie qui s'appelle CIL, faisait des engrais, des peintures, des produits chimiques, des explosifs. Et puis, quand tu es dans le domaine industriel, peu importe l'entreprise industrielle, éventuellement, tu fais beaucoup de logistique parce que les produits que tu fabriques sont vendus principalement à grandeur du Canada et aux États-Unis. C'est un des bénéfices de l'entente de l'ALENA, le Free Trade. On en a parlé beaucoup dernièrement avec le décès de M. Mulroney. Oui. Et puis, de là, mon intérêt à la logistique, et c'est là que je me suis joint au CN quand le CN a été privatisé en 1996. Et le gouvernement canadien était propriétaire du CN à 100 %. Ils ont vendu à 100 % l'entreprise à des actionnaires canadiens et américains. C'est la compagnie listée à la bourse canadienne-américaine. Et puis, je me suis joint à ce moment-là, puis j'ai eu une longue carrière là de 26 ans, puis éventuellement, je suis devenu PDG, président de l'entreprise. Je suis maintenant un jeune retraité qui donne de mon temps, entre autres, à l'Université Laval, à la Faculté des sciences administratives. J'aimerais revenir, M. Ruet, sur le bout. Là, vous passez de l'industrie puis de l'industrie chimique vers le CN. Là. Concrètement, ça se fait comment, ça, ce bout-là? Je pense que quand tu es dans l'industrie manufacturière, entre autres, soit les pâtes de papier, chimiques, pétrolières, l'acier ou quoi que ce soit, on a des compétences au Québec dans ces domaines-là. On fabrique des produits, mais notre marché local est vraiment petit pour la production qu'on fait, par exemple l'aluminium. Ouais. Et puis, donc, il faut trouver des clients à grandeur de l'Amérique du Nord et dans certains cas à grandeur du monde. Donc, quand tu es dans le domaine commercial de l'industrie chimique, comme je l'étais à la fin, tu veux vraiment faire face aux défis logistiques, comment amener ton produit à tes clients de façon économique, de façon aussi fiable, donc d'avoir des chaînes d'approvisionnement qui fonctionnent pour tes clients. Puis on utilisait tous les modes de transport, le camionnage, l'intermodal, le chemin de fer, et puis les bateaux, tout ce qui était maritime. Donc, j'ai découvert à ce moment-là, comme chef de marketing dans l'industrie manufacturière, l'industrie du chemin de fer, et puis tout le défi et la grandeur des installations de ce côté-là. Puis c'est là qu'avec la privatisation du CN, j'ai été intéressé de changer d'industrie, mais en même temps, ce que j'ai amené au CN, c'était toute la connaissance des clients, la connaissance des marchés. Et puis, à un moment où l'entreprise se privatisait, donc elle avait un déficit au niveau de capacité commerciale. Donc, c'est là que j'ai fait le saut. C'est risqué un peu, mais une carrière, ça amène à plein de choses. J'ai travaillé pendant 44 ans de façon vraiment acharnée. Et puis, sur une quarantaine d'années, on peut faire beaucoup de choses. Et puis, notre première passion, éventuellement, évolue dans d'autres passions. Une de mes passions, c'est vraiment le commerce international. Donc, être impliqué dans le mouvement des produits, autant manufacturiers que consommateurs. Du côté consommateur, les produits de consommation bougent surtout dans des conteneurs à l'intermodal. Puis on pourra parler de ça un peu plus tard dans la discussion. Puis là, si on revient, là, vous arrivez au CN, puis au final, vous sortez de là, PDG, là, le chemin, il ressemble à quoi? Là? C'est ultra intéressant. Ouais. Ben, c'était, quand j'ai joint le CN, je pensais jamais avoir l'opportunité de devenir président d'entreprise. Je pensais qu'en changeant d'industrie, que je me trouvais peut-être à reculer un peu au niveau des connaissances fines de l'industrie comme telle. À ce moment-là, le CN avait besoin vraiment de gens de l'industrie privée, des gens qui avaient une expérience commerciale pour les lancer. Et puis, c'était un peu comme ma première carrière dans l'industrie chimique, c'est de trouver des mentors, des gens qui vont t'aider, qui vont te guider un petit peu, qui vont te
faire comprendre un peu où il y a de la valeur ajoutée, où des fois tu fais des erreurs, faire comprendre un peu la politique interne des grandes organisations. Et puis, d'une chose à l'autre, j'ai appris tous les segments commerciaux de l'industrie du chemin de fer. Ouais. Ce qui est nécessaire, je pense, c'est d'être très curieux, d'écouter beaucoup, voyager beaucoup, aller voir les clients, aller voir les installations. À un moment donné, j'ai pris 6 mois de sabbatique. Au CN, on m'a permis de prendre 6 mois de sabbatique pour aller apprendre les opérations. Pendant 6 mois, j'ai quitté mon poste senior. J'étais vice-président senior de marketing. J'ai fait du backpack, si tu veux, sur plusieurs opérations du CN pour aller les apprendre. Puis ensuite, je suis revenu du côté commercial. Alors, toutes ces choses-là, ça fait que tu vas avoir un bagage le plus large possible. Ça vient au travers de premièrement, être très curieux et puis de prendre les opportunités qui se présentent le long d'une carrière pour faire des choses différentes, apprendre des choses différentes, prendre le risque de sortir de sa zone de confort. Et puis, quand tu as des gens autour de toi avec qui tu t'entends bien, qui pourraient être tes mentors informels, et d'en profiter. Puis, tu sais, j'imagine, là, vous sortez de l'université, vous allez en chimie, ingénieur chimique. J'imagine que là, à un moment donné, il y a un passage vers la gestion, là, tu sais, pour être le vice-président responsable marketing. Oui, il y a connaissance marketing, mais il y a la gestion à acquérir, là. Vous êtes un gestionnaire au final, là. Vous avez été PDG. Fait que ça arrive comment, ça, cet appel-là vers la gestion? Parce que oui, la logistique, on change de domaine, mais il y a aussi le phénomène que vous n'en êtes pas tenu juste à la logistique. Il y a le bout, vous avez été gestionnaire à peu près la moitié de votre carrière, de ce que je comprends, là. Oui, en fait, la majorité de ma carrière. Ouais. Donc, je suis gradué de l'Université de Sherbrooke en chimie industrielle. Donc, je ne suis pas ingénieur chimique, mais je suis un chimiste industriel. Ouais. Et puis, dans mes tout, quand on choisit notre premier diplôme, on le prend, on n'est pas vraiment sûr exactement si ça va être la passion de notre vie. J'avais une passion pour la chimie, mais après avoir travaillé dans un laboratoire et après avoir travaillé dans une usine chimique, je me suis rendu compte que c'est peut-être pas ça que je voulais faire pendant les prochains 40 ans. Mais la partie qui m'intéressait le plus, c'était le côté des affaires. Donc, le côté des affaires, dans un domaine pour lequel j'avais une passion, la chimie. Et puis, comme tu dis, Billy, il faut se donner les outils pour pouvoir le faire. Donc, c'est là que j'ai commencé un MBA au HEC, à l'Université de Montréal, pour aller chercher des connaissances et des outils que j'avais pas, pour pouvoir accélérer ma transition d'un poste strictement technique à un poste qui éventuellement est devenu de plus en plus gestionnaire. Et puis, donc, éventuellement, j'ai terminé mon MBA au HEC. Un peu plus tard dans ma carrière aussi, je pense que quand j'étais au CN, j'ai fait un programme exécutif à l'Université du Michigan. Je pense que si on se donne la chance de toujours apprendre dans notre carrière de façon formelle et informelle, informelle, donc avoir un baccalauréat en chimie, aller chercher un MBA. De façon traditionnelle, là, oui. C'est ça. 10 ans plus tard, dans la fin de la quarantaine, début de la cinquantaine, aller chercher un programme exécutif dans une université américaine. Toutes ces choses-là, ça vous amène éventuellement à pouvoir peut-être ouvrir des portes très seniors qui autrement peut-être seraient plus difficiles à ouvrir. Et si vous nous résumez, je vais y aller, Maude, avec une autre question en passant. Si vous nous résumez votre passage vers, j'imagine, vous étiez le VP principal marketing, puis après ça, il y a eu une ouverture pour être PDG. Là. Ça se fait comment, ce bout-là? Là? Un conseil d'administration d'une grande entreprise doit toujours avoir des plans de succession, des candidats qui pourraient prendre la relève. Ouais. Donc, quand notre PDG en 2018 a quitté, mais déjà à ce moment-là, j'avais beaucoup d'expériences très diverses à l'intérieur d'entreprises. Je connaissais bien les clients, je connaissais bien les marchés, je connaissais bien les investisseurs, je connaissais bien les actionnaires. J'avais pris le temps d'apprendre les opérations autour de mes 25 ans précédents. Donc, le fait que j'étais une personne curieuse puis qu'il y avait beaucoup d'intérêt sur beaucoup de choses, finances, ressources humaines, etc., j'étais candidat et puis ça prend un petit peu de chance, c'est-à-dire qu'il faut que le poste se rouvre au bon moment, quand vous êtes prêt, quand vous êtes un, deux ou trois candidats. Et puis, donc, il faut faire un peu sa chance, c'est-à-dire qu'on est prêt, mais on ne sait pas si l'opportunité va se présenter. Puis dans mon cas, j'ai eu la chance que l'opportunité s'est présentée en fin de carrière, fait que j'ai fait ça dans les derniers
4 ans de ma carrière. J'ai pris ma retraite, j'avais 67 ans. Je trouvais que rendu à 67, peut-être j'avais assez donné, puis il était temps de faire des choses plus à temps partiel, comme par exemple, ce que je fais avec l'Université Laval, avec la Ben oui. faculté des sciences administratives. Wow. Ben, je prends, Maude, je te passe la parole, mais avant, je prends juste le temps de dire c'est exceptionnel, votre parcours, là, vraiment inspirant. Merci beaucoup de nous partager ça. Non, c'est vraiment Merci. intéressant, tu sais, de voir le parcours aussi. Puis des fois, justement, c'est en administration des affaires, c'est pas des gens qui ont étudié initialement là-dedans qui vont aller avoir des postes de gestion. Vous l'avez mentionné, vous avez fait votre bac en chimie industrielle pour par la suite aller chercher des expériences de gestion. Puis ça, c'est de plus en plus commun dans les entreprises. Puis c'est intéressant de voir la diversité de parcours de tout le monde. En tant qu'ancien PDG, vous avez dû essayer de concilier les différents départements de l'administration, j'imagine un peu le marketing, la comptabilité, les finances, avec les opérations et tout ça. Comment vous avez fait pour concilier tout ça, considérant que vous aviez un background qui était un peu plus en marketing, même si vous aviez votre connaissance des opérations, pour s'assurer que tout allait bien fonctionner au CN, puis que vous allez pouvoir aller de l'avant avec les différents projets de l'entreprise? Oui. Donc, en partant, il faut se donner des outils pour avoir une expérience la plus diverse et vaste possible, au lieu d'être un spécialiste, être plus un généraliste. Donc sciences, MBA, programme administratif, travailler des opérations, travailler dans le domaine commercial, passer beaucoup de temps avec les gens en finance. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect, c'est d'utiliser nos forces. Donc, on ne peut pas être fort dans tous les domaines. On essaie d'avoir le plus de diversité de connaissances possible, d'être un généraliste, mais comme on dit en anglais, ride your strength, vraiment utilise tes forces à bon escient et entoure-toi de gens qui te complètent. Donc, une erreur des fois que les gens font, c'est de s'entourer de gens qui leur ressemblent et qui ont les mêmes connaissances. Ça, c'est pas vraiment une bonne idée parce que c'est ça qui nous amène des points noirs, des blind spots dans notre environnement. Donc, tu devrais avoir autour de toi des gens diversifiés, qui ont des opinions différentes, des expériences différentes, des gens qui ont des diplômes différents, qui ont travaillé dans des entreprises différentes, des hommes et des femmes. Donc, le plus de diversité, plus que tu vas pouvoir s'assurer qu'il y a suffisamment de connaissances dans tous les domaines pour faire face à toutes les situations. Et puis, l'autre aspect, c'est de faire confiance aux gens. Donc, il faut déléguer. Quand on devient très senior, ce qu'on fait vraiment, c'est notre rôle, c'est de donner des responsabilités et déléguer à des gens qui sont compétents, qui ont confiance. Puis quand ils ne réussissent pas bien, on les aide ou on les change dans un domaine où ils vont plus de chances de performer. Mais c'est une erreur de penser que tu devrais t'entourer des gens qui te ressemblent. C'est une erreur de penser que tu devrais t'entourer de gens, mais en même temps, tu ne leur donnes pas complète autonomie pour remplir les responsabilités sur lesquelles tu donnes. Donc, c'est vraiment, à mesure que tu avances dans ta carrière, c'est vraiment un point où il faut que tu te détaches de faire des choses, il faut que tu te détaches de la décision finale. Souvent, la décision finale, c'est que tu as créé une équipe qui t'arrive avec des propositions qui ressemblent à ce qu'on devrait faire et non pas leur donner des solutions pour eux à être implantés. C'est vraiment intéressant. Hein? Ouais. Comment vous décririez là, le début de votre carrière, les collaborateurs, les employés, les collègues, là, les mentalités du début de votre carrière versus à la fin de votre carrière, puis comment vous vous êtes adapté à tout ça? Oui, mais en début de carrière, à un moment donné, j'ai travaillé à Ottawa dans un laboratoire du gouvernement fédéral. Donc, j'étais entouré de tous des chimistes, des gens qui avaient des maîtrises, des PhD. Je travaillais vraiment dans un laboratoire. Fait que c'était vraiment un domaine super technique. Et puis, autant j'aimais ça, autant je me suis dit, je ne veux pas passer toute ma vie là-dedans. Fait que ça nous permet à un moment donné, dans les premiers 5 ans de notre vie, de faire différentes choses. Ça nous permet vraiment de trouver notre passion. J'ai travaillé dans l'industrie chimique, dans une usine. Donc, je travaillais avec vraiment sur le plancher, avec des syndicats, la réalité d'environnement, sécurité. On remonte 40 ans, donc il y avait beaucoup plus de problèmes de sécurité d'environnement à ce moment-là, hygiène industrielle. Ce que ça m'a permis en début de carrière, c'est de vraiment découvrir la réalité. On sort de l'université, on a beaucoup de rêves, et puis là, tu fais face à des choses qui sont plus difficiles à changer. Et puis aussi, des fois, tu es présenté à des situations où tu devrais plus ou moins supporter ou
rubber stamper des situations que tu trouves qui ne sont pas correctes. Alors, puis c'est là, je pense, que ça développe le caractère. C'est-à-dire, quand tu as juste 25, 26 ans, puis il faut que tu te défendes avec tes ongles pour défendre un dossier de sécurité ou défendre un dossier d'environnement, c'est là que tu développes ton caractère, à savoir est-ce que tu vas faire les choses qui sont les choses à faire ou tu vas faire les choses qui sont faciles à faire. C'est-à-dire, est-ce que tu vas suivre le courant qui est déjà en place, qui n'est pas nécessairement le courant que tu sens à l'aise au point de vue moral, ou tu vas faire les efforts de changer ce courant-là et en même temps prendre le risque peut-être que tu ne vas pas fitter dans le groupe ou prendre le risque que ta carrière soit affectée. Alors, un début de carrière, je pense, c'est là qu'on trouve un peu si on a la force interne de croire dans nos propres valeurs. Et puis, une fois qu'on a déterminé ça, qu'on est prêt à se battre pour les bonnes choses, je pense que ça devient beaucoup plus facile avec le temps de prendre la position. Puis à un moment donné, comme gestionnaire, ça devient un point clé parce que un gestionnaire, ça fait face souvent à des situations qui sont difficiles. Et puis, ils ont deux choix. Soit qu'ils essaient de persister encore dans une décision qui est en ampleur plus difficile, mais qui va avoir beaucoup d'opposition, mais qui est la bonne décision, ou aller dans une décision beaucoup plus facile, ou avoir moins d'opposition, mais qu'à moyen terme, c'était pas la bonne chose à faire. Ouais. Donc, en début de carrière, je pense qu'on découvre notre caractère, on découvre si on est prêt à aller jusqu'au bout de nos convictions. C'est vraiment intéressant, tout ça. Puis, dans l'ensemble de votre carrière, vous avez probablement eu différents défis. Ça a été quoi le plus grand défi que vous avez eu à relever, que ce soit en tant que jeune sur le marché du travail ou même en tant que gestionnaire senior? Oui. Bien, des défis, il y en a partout, il y en a tout le temps. Disons, si je regarde dans les derniers 10-15 ans, sur les plus récents, un des défis, c'était la croissance, faire croître le volume d'affaires du CN. Et puis, moi, j'ai mis beaucoup de passion à développer le commerce international, donc voyager beaucoup dans le monde pour amener plus d'activités au port que le CN servait. Un chemin de fer, c'est environ un tiers du revenu, c'est des mouvements qui se proposent à l'intérieur du Canada. Un tiers des revenus, c'est des mouvements qui ont été créés par l'entente de free trade avec les Américains, donc Canada-US. Puis un tiers des mouvements, c'est des mouvements qui rentrent et sortent des ports canadiens par chemin de fer. Donc, ça, c'était une de mes grandes satisfactions de participer à l'augmentation du commerce canadien avec les autres pays, avec les États-Unis, en créant des chaînes d'approvisionnement qui fonctionnaient bien au niveau du chemin de fer. On a eu naturellement des défis plus difficiles, des défis de sécurité, des fois des déraillements importants, des grèves. Je pense que c'est dans une entreprise qui existe depuis 110 ans, puis qui était syndiquée à l'occasion, tu as des conflits de travail. Le COVID, c'était une période assez compliquée dans les chaînes d'approvisionnement. Vous êtes dans le domaine, donc vous savez tous que durant le COVID, toutes les opérations ont continué, puis les gens on devait leur créer un environnement de travail sécuritaire. Puis là, on pouvait faire ça très, très rapidement. On n'a pas eu des mois, c'est préparé. On parle de 7 à 10 jours à peu près pour s'assurer que tout était en place pour pouvoir continuer, etc., etc. Parce que les gens ne travaillaient pas par Zoom. Là. Dans les opérations, il faut que tu sois physiquement présent. Alors, les acquisitions. Donc, comme gestionnaire qui touche un peu à tout, des défis dans toutes sortes de domaines, des succès, des défaites. Et puis, ce qui compte, c'est un peu comme au baseball, c'est ta moyenne au bâton. Tu vas en échapper une coupe, mais tu essaies d'en frapper plus de balles que la moyenne des autres PDG, si tu veux. Hey Maud, c'est vraiment une bonne transition vers la finale. De ramener ça avec une comparaison sur le baseball, c'est vraiment bien. Ouais. Tout le monde a leur comparaison. Là. Des fois, il y en a comparé au hockey, au baseball. Puis, je pense mais je le retiens, celle-là, vraiment intéressant. Ouais. Puis juste pour un autre exemple sur le baseball que j'utilisais souvent avec les gens quand on parlait de mentoring, c'est la capacité de prendre des risques, puis être prêt à sortir de sa zone de confort. Donc,
quand j'étais tout jeune, 5, 6, 7 ans, 8 ans, mon père est un bon joueur de balle. Il voulait que j'apprenne, il voulait que je devienne un bon joueur de balle. Il y avait beaucoup de pression à la maison que je devienne bon au baseball. Alors, et puis je me souviens, dans les tout débuts, bon, tu étais tout petit, tu étais à la plate, les balles s'en viennent. Puis c'est difficile de figurer quand une balle est une prise ou une balle est pas une prise. Mais l'important, c'est si la balle s'en vient et que dans la zone des prises, tu dois vraiment swinger sur la balle. Ça, je pense que c'est dans la vie la même chose dans les affaires. Quand une balle arrive à lancer et est dans la zone des prises, c'est-à-dire que l'arbitre va l'appeler une prise, c'était une opportunité. C'était une opportunité à ne pas manquer. Tu peux pas retourner au banc des joueurs avoir un strikeout à 3 prises puis tu n'as pas swingé sur la dernière balle. Si tu ne swinges pas sur la balle quand la balle est dans les prises, si tu ne swinges pas dans la vie quand l'opportunité se présente, c'est vraiment malheureux. Parce que l'idée ici, c'est pas d'avoir une défaite. C'est de prendre toutes les opportunités qui se présentent. Donc, on appelait ça the walk of shame. Tu retournes au banc. La troisième balle était vraiment une prise, c'était une opportunité. Tu n'as même pas swingé, tu n'as même pas essayé, tu n'as pas pris le risque. Tu n'es pas mis dans ta zone en dehors de ta zone de confort. Et puis là, vraiment, tu t'es laissé tomber toi-même et tu as laissé tomber ton équipe. Donc, vraiment, même si vous n'êtes pas sûr que vous allez réussir, s'il y a l'opportunité devant vous, probablement vous devriez tenter. Et puis, les défaites font partie des succès. Plus on essaie, plus éventuellement vous devenez bon. C'est comme au baseball. Donc, faut pas se décourager parce que ça fonctionne pas quand on met tous nos efforts sur une opportunité. La question que j'allais vous poser, c'était justement d'avoir un conseil que vous suggérez pour, par exemple, les jeunes diplômés ou en début de carrière qui se questionnent puis qui veulent gravir les échelons, mais je pense que ça résume bien. Ouais. J'ai même pas eu besoin de poser la question puis vous y avez répondu, mais c'est vraiment inspirant tout ça, honnêtement. C'est des Une carrière, c'est toute une vie, donc vous avez le temps de faire beaucoup de choses. Et puis, c'est pas parce que vous avez un diplôme en administration ou en finance ou en RH que vous devez nécessairement passer votre carrière là-dedans. Et puis, une carrière aussi, ça ne devrait pas s'arrêter à notre premier diplôme ou à notre première éducation formelle. Donc, 5, 6 ans, 10 ans, 15 ans plus tard, allez chercher d'autres outils qui sont différents de ce que vous avez déjà. Et puis aussi, peut-être à l'occasion, changer d'entreprise ou changer de poste à l'intérieur de l'entreprise pour apprendre des choses différentes et puis t'exposer à différents gens. Et puis, si ça vous tente à ce moment-là, quand il y aura des belles opportunités, quand il va y avoir des balles qui vont arriver dans la zone des prises, vous seriez mieux équipé pour lire le lancer. Pour lire le lancer. Et puis le mettre en jeu à l'intérieur du Diamond. Hey, M. Ruet, c'est vraiment extraordinaire. Là. C'est une leçon d'humilité en gestion de vous côtoyer et puis vous interviewer. Je peux vous dire ça. Là. C'est vraiment extraordinaire. Merci beaucoup. Ouais. Merci. La gestion, c'est fait par des gens. Hein? Ouais. Des gens qui gèrent des gens qui travaillent avec des gens. Les équipes performantes, c'est ça. C'est des équipes qui peu importe le produit que vous faites, le service, là, en bout de ligne, c'est des gens qui font fonctionner ça. Oui. Ben, merci. 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 Merci, Maud. Merci, Bill. Maud, ça met fin à notre premier segment. Oui, vraiment on va super. se retrouver pour un deuxième segment avec M. Ruet concernant le transport ferroviaire, si jamais ça vous intéresse. Oui, super. Wow, honnêtement, là. Hey, tabarouette, hein? C'est super intéressant. Vous gagnez à être connu, M. Ruet. Oui, merci beaucoup. C'est vraiment des belles expériences. Puis des bons défis, là. Puis je trouve que ça résume quand même bien d'avoir une autre perspective. Puis, veux pas, nous, j'en côtoie des gestionnaires, on en voit aussi à l'université qui viennent nous parler, mais je trouve que ce que vous portez comme message, c'est vraiment intéressant avec toute l'expérience que vous avez, puis le parcours qui n'est pas nécessairement en administration. Des fois, on a le portrait un peu plus traditionnel que la personne a tout fait ses études, par exemple, en finance, la personne a un CPA, puis par la suite a
devient PDG. Puis moi, j'ai entendu à plein de reprises des collègues aux études de dire qu'ils allaient chercher leur titre comptable parce que eux, dans leur objectif serait d'être haut dirigeant dans une entreprise, puis qu'ils ne voient pas la possibilité de passer par d'autres chemins, puis qu'ils se disent qu'un gestionnaire doit être obligatoire au CPA. Votre capacité. C'est pas mon avis, mais ouais. C'est ça. Donc, mais votre capacité, oui. Un gestionnaire, c'est pas un spécialiste. À moins qu'il ait une entreprise très, très spécialisée, là. C'est sûr qu'il y a des domaines peut-être qui sont plus pertinents que d'autres, mais faut être généraliste. Puis, c'est pas parce que tu as un MBA que tu as plus de chances de devenir le PDG, mais d'aller chercher des connaissances dans un domaine que tu connais peu, en administration, si tu viens du côté génie ou sciences, ça, c'est un plus. Mais c'est pas les titres. C'est pas les titres au bout du nom qui vont vraiment faire la différence. Maud, c'est plutôt ce que tu fais avec. Hein? On appelle ça convertir. Donc, comment tu convertis tes connaissances en résultats? Votre capacité, M. Ruet, à ramener ça simple là, est vraiment exceptionnelle, là, je peux vous dire. Là. Okay. C'est vraiment exceptionnel. On ramène ça au baseball, mais ça prend tellement de sens. Là. Aïe, aïe, wow.